à tous, bienvenue dans Cult Click pour la critique sans et avec spoil de Hobbs Show, le spin-off de Fast and Furious. Alors vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il est en haut de la montagne? En fait, nous on passe notre temps à gravir les plus grands sommets, à faire du rafting et à faire du free fight avec Ronda Rousey. Donc voilà, mais bon, je vais vous épargner le vent, on se retrouve tout de suite dans le studio. Voilà, on se retrouve comme promis dans le studio, alors moins bien coiffé, davantage barbu et juste après le barbecue à l'heure de la sieste, donc j'espère que ça n'est pas une erreur d'enregistrer cette critique. Alors dans un premier temps, ça va être sans spoil, ensuite avec spoil et on va revenir sur le succès du film et quelques polémiques qui l'entourent et qui entourent la saga Fast and Furious. Alors je vais commencer tout de suite par la critique et vous dire très honnêtement que j'ai beaucoup apprécié Hobbs and Shaw. Donc voilà, hein, il y a plein d'éléments dans la vidéo qui vont vous faire penser que non. Mais si, en fait, j'ai j'ai vraiment apprécié ce film et je vous dirai pourquoi. Alors, Hobbs and Shaw, c'est quoi? C'est d'abord le premier spin-off de Fast and Furious. Je reviendrai plus tard dans la vidéo sur les raisons du pourquoi de Hobbs and Shaw. Donc l'histoire, hein, en gros, c'est tout à fait cohérent. Il y a un virus incroyablement mortel qui menace notre planète. Et il est tellement mortel que du coup on peut l'ingurgiter hein, pendant plusieurs jours, se balader avec, faire des cascades, no problemo. Et comme l'humanité est en danger, qu'elle est à deux doigts d'être éclipsée, et ben les puissants de ce monde font appel à deux puissances. Des forces brutes de la nature, donc Dwayne Johnson et Jason Statham, donc un agent américain et un bandit, un gangster notoire, parce que, bah oui, c'est eux qu'il faut appeler pour sauver l'humanité. Et ils vont donc s'associer, même s'ils ne peuvent pas se blairer, pour donc sauver notre belle planète de ce virus et également affronter un mi-homme, mi-cyborg. Mi-beau gosse, Idris Elba bien évidemment, qui se retrouve dans ce film, qui est réalisé par David Leitch. Je dis probablement très mal son nom, le réalisateur de Deadpool 2, et ça se sent énormément hein, que c'est le réalisateur de Deadpool 2, on en parlera plus tard, et notamment dans la partie avec spoil au casting, donc je l'ai dit, outre Dwayne Johnson et Jason Statham, dont le duo était très attendu. On retrouve Idris Elba, certes, mais on retrouve aussi Vanessa Kirby, qu'on avait vu dans la série The Crown, et je reviendrai beaucoup hein, sur Vanessa Kirby plus tard. Vous verrez Hélène Mirren également, la grande Hélène Mirren, Eddie Marsan, excellent acteur de la série Ray Donovan, et puis des guests que j'évoquerai dans la partie avec spoil pour ne pas vous gâcher le plaisir. Alors pourquoi est-ce que j'ai aimé Hobbs & Shaw? Eh bien parce que Hobbs & Shaw est typiquement l'énorme production américaine où les scénaristes se sont dit Balek. Mais vraiment, c'est pas cohérent, on s'en fout. C'est irréaliste, on s'en fout complètement, ça n'a aucun sens, c'est pas grave, on est là pour s'amuser, pour passer un bon moment. C'est tellement assumé que le film du coup se permet des libertés qui, si vous n'êtes pas disposé à laisser de côté le bon sens, risque de vous gêner énormément pendant le film. Mais si vous êtes à fond second degré, si vous êtes bien informé que ce film n'a aucun sens, eh ben vous allez prendre un pied monumental. Un exemple tout con, hein, Jason Statham et Dwayne Johnson sont en pleine course-poursuite tous les deux dans des véhicules séparés. Entre eux, il y a un hélicoptère, des fusillades, des moteurs qui font un bruit monumental, mais ils se parlent tout de même sans micro ni oreillette. Donc c'est plutôt pas mal. Tourne à gauche, oh oui, pas de problème mon pote, je tourne à gauche, etc. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Il y a bien évidemment dans le trailer qui dévoile à peu près tout le film cette scène où on voit Dwayne Johnson qui tient un hélicoptère à bout de bras. Essayez de le faire. Je suis à peu près persuadé que vous allez vous faire arracher le membre. Je parle du bras, bien évidemment. Dwayne Johnson, lui, c'est les doigts dans le nez, pas littéralement les doigts dans le nez, mais les doigts dans le nez tout de même. Donc, ce côté-là, complètement surréaliste et vraiment assumé par le film, n'est pas faussement assumé. C'est pas non plus un film de série qui se veut série B, qui en fait des tonnes. Non, on sent vraiment que là, ça coule parfaitement et du coup, on s'éclate tout le film.
On s'éclate tout le film avec des punchlines à gogo. Il y a beaucoup d'humour, alors notamment sur bien évidemment le duo Dwayne Johnson, Jason Statham, mais aussi avec des personnages secondaires et les caméos. Euh, on a on a des scènes d'action qui sont bluffantes, qui n'ont, comme j'ai dit, aucun sens, hein. Dwayne Johnson qui saute d'un immeuble pour essayer de rattraper des mecs qui sont en rappel. Ça n'a aucun sens, mais c'est sacrément kiffant. Donc voilà, un mélange d'humour et d'action très survitaminé, j'ai envie de dire, qui fonctionne et qui va jusqu'à une scène finale où, honnêtement, quand on voit la scène finale se préparer, hein, la préparation du combat final est assez longue. On se dit, mais ils vont jamais réussir à faire un truc à la hauteur parce que le film est déjà bien fourni. Et comment est-ce qu'ils peuvent aller encore plus loin dans le délire? Et ben honnêtement, je m'attendais pas à ça parce que la scène finale, c'est très probablement le truc le plus what the fuck que j'ai vu au cinéma dans un blockbuster de ce style, hein. Bien évidemment, des films complètement déjantés, on en a vu et tant mieux. Mais là, dans ce genre-là, dans le genre gros blockbuster de l'été, survitaminé, bourré de testostérone avec énormément d'action et de course-poursuite, on n'avait jamais vu, je pense, une scène aussi dingue, aussi stupide, aussi kiffante que la scène finale de Hobbs Shaw. Donc globalement, le film est à voir. Pour moi, c'est une vraie expérience. Je regrette pas du tout de l'avoir vu. Je le reverrai certainement avec plaisir, mais je redis, et c'est très important, gardez bien à l'esprit que c'est un film qui est volontairement complètement what the fuck, extrêmement second degré, qui n'a pas de fond, qui ne va jamais chercher à susciter chez vous une quelconque interrogation sur le sens de la vie et sur le mode de fonctionnement de notre société. Euh, Hobbs Shaw, c'est vraiment le kiff. C'est le plaisir coupable qui s'assume. Et en ça, c'est réussi. Donc, on n'en attendait absolument pas plus de Hobbs Shaw. Et pour ça, on a été servi. Et je pense qu'il est vraiment au-dessus, en tout cas, de mes attentes. Alors avant de passer à la partie sans spoil, hein, qui sera légère, donc vous pourrez continuer la vidéo même si vous ne l'avez pas vue, hein, ça va pas vous gâcher la vie je pense. Revenir sur deux points. Alors il y a un premier point, c'est est-ce que Hobbs Shaw se justifie et quelle est sa place dans la saga Fast and Furious? Alors pourquoi Hobbs Shaw? Il faut revenir dessus. Alors officiellement, c'est parce que le duo Statham-Dwayne Johnson a fonctionné très bien dans le dernier Fast and Furious, et c'est vrai. Et ils se sont dit, bah, pourquoi pas juste se focaliser sur ces deux personnages. La réalité est tout autre, il faut le dire. Vin Diesel et Dwayne Johnson ne peuvent pas se blairer. Il y a énormément de problèmes entre les différents membres du casting de Fast and Furious. On rappelle que Michelle Rodriguez ne voulait pas jouer dans le 9 parce qu'elle ne pouvait plus blairer Vin Diesel. Bon, ça s'est arrangé, je suppose, à coup de chèque. En tout cas, Dwayne Johnson, Vin Diesel, ensemble, ça n'était plus possible. On murmure également qu'entre Jason Statham et Vin Diesel, ça ne va pas du tout. Donc, ils se sont dit, plutôt que de partir sur un tournage délicat avec des égos à gérer à n'en plus finir, faisons un spin-off sur le duo qui plaît au public. En soi, c'est cohérent. Mais alors, est-ce que finalement, ce Hobbs Shaw s'inscrit dans le Fast and Furious, dans la saga Fast and Furious, ou est-ce qu'il arrive à se soustraire de cette saga? Et ben, c'est plutôt le deuxième cas, puisque en dehors de la fin où il y a une petite référence à la Nitro, c'est pas un spoil, hein, une petite référence, voilà, on ne pense jamais à Fast and Furious en regardant Hobbs Shaw, et ça, c'est une vraie réussite, il faut le dire. Euh, Hobbs Shaw a sa propre identité, et surtout, et c'est là où je pense qu'Universal va être ravi, c'est que Hobbs Shaw a réussi avec les caméos, avec les personnages secondaires, avec le fait que le duo fonctionne bien, avec Vanessa Kirby, arrive vraiment à se créer son identité et donc sa propre franchise. D'ailleurs, moi, j'aurais même pas mis Fast and Furious sur le titre et je pense que la suite devrait s'en soustraire également. Ça pourrait s'appeler Hobbs Shaw 2, par exemple. Donc voilà. Ça, pour le coup, c'est plutôt une vraie réussite et tant mieux. Voilà, le film construit une possible franchise future.
Autre chose que je voulais aborder avant d'être dans les spoils, c'est Vanessa Kirby. Vanessa Kirby, donc je l'ai dit, actrice de The Crown. L'actrice de The Crown, elle survole en fait dans ce film. Et ça en est même malaisant. C'est-à-dire que c'est une excellente actrice. Et je pense que ceux qui ont vu The Crown pourront le confirmer. C'est vraiment une actrice qui a énormément de talent, qui est absolument superbe. Mais ça serait une incroyable erreur de sous-estimer Vanessa Kirby. Et dans le film, ça se voit. Elle a un vrai talent, elle arrive à transmettre des émotions dans des scènes où tout pète et où absolument aucune finesse est là, sauf elle qui est au milieu. Et on sent vraiment qu'elle joue, qu'elle sait jouer très bien. Et c'est un énorme plus dans le film. Et enfin, le dernier élément non spoil, qui est pour moi le très très gros point noir du film. J'en avais parlé sur Twitter et c'est même un vrai coup de gueule. Je vais y aller franco, j'ose. C'est J'accuse. Voilà, vous avez entendu J'accuse, c'est la première fois que vous entendez ça. J'accuse. C'est la première scène post-générique du film qui spoil totalement gratos Game of Thrones. Et ça spoil la fin de la série. Je ne comprends pas ça. Alors on va me dire oui, c'est pour rire, etc. En quoi c'est drôle? Honnêtement, en quoi c'est drôle? Positionnez-vous en tant que spectateur dans la salle. Premier cas, vous avez vu Game of Thrones. Bon. Que le film vous spoil la fin, vous en avez absolument rien à faire. La scène en elle-même n'est pas drôle. Euh, Vous avez déjà vu la fin de GOT, ça vous apporte rien. Voilà. Donc, en tant que mec qui a vu GOT, ou dame qui a vu GOT, ça vous apporte rien. En tant que personne qui n'a pas vu Game of Thrones, ça vous nique la série en fait. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Je comprends pas, c'est absolument pas drôle, c'est du spoil gratos ultra vénère. C'est même pas un clin d'œil à c'est une production de la maison, donc on va spoil en mode ah, on fait un clin d'œil à une de nos productions puisque c'est Universal et HBO n'est pas du tout Universal puisque ça appartient à Warner. Donc là, vraiment, ce spoil-là, pour moi, c'est une grosse connerie. C'est particulièrement stupide et ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé, alors ça nuit pas à la qualité du film, mais je trouve ça complètement con d'avoir fait ça et je tenais à le dire. Et je serais pas méga étonné qu'il y ait derrière des problèmes pour Hobbs Show qui soit poursuivi notamment par la Warner parce que c'est vraiment vraiment très con. Et voilà. Bon, Idris Elba, j'en ai pas parlé, mais Idris Elba s'en sort bien. C'est un immense acteur, donc bon, il a un rôle un peu de merde. Mais il s'en sort plutôt bien. Hélène Mirren, on la voit pas beaucoup, mais elle est encore toujours très chouette. Mais Hélène Mirren aussi, c'est un monument du cinéma. Alors par contre, non, il y a un truc quand même que je tenais à souligner, c'est Jason Statham, que j'ai trouvé en dessous de ses meilleurs films. Oui, moi j'aime bien Jason Statham et je l'ai trouvé pas très inspiré dans ce film. Je trouve que Dwayne Johnson s'en sort mieux. Pourtant, ils ont bien fait attention d'équilibrer hein, la présence, l'importance de l'un et de l'autre dans le film. Euh, mais Statham, je l'ai senti un peu moins dedans, comme les retrouvailles entre Dwayne Johnson et Jason Statham, que j'ai trouvé un petit peu en dessous du reste du film. Mais bon, c'est pas dramatique. Passons à la partie avec spoil. Donc dans la partie avec spoil, je vais surtout parler des caméos. Donc si vous avez pas, ça vous dérange pas de savoir qui est les personnages cachés de ce film, restez. Si vous n'avez pas envie, bah, je vous remercie. Plus tard dans la vidéo, il y a d'ailleurs un point sur les polémiques, et donc peut-être que ça peut vous intéresser. Mais enfin, voilà, les caméos, c'est qui? Bah, c'est Ryan Reynolds, puisque Ryan Reynolds, c'est le monsieur Deadpool. David Leitch, c'est le réalisateur de Deadpool 2. Donc bah voilà, Ryan Reynolds arrive avec un vrai rôle. Il est présent à plusieurs moments dans le film. Sa scène d'introduction dans la brasserie est très réussie. C'est marrant, avec le tatouage notamment. On le voit dans les scènes post-génériques avec un énorme clin d'œil à Deadpool. Je pense que vous l'avez vu aussi comme ça. Quand il dit qu'il y a un virus extérieur qui vous fait des pustules sur la tronche et tout, pour moi, j'ai clairement vu la description de Deadpool. Donc ça, c'est ça. Mais l'autre vraiment caméo que j'ai trouvé très réussi, c'est Kevin Hart, bien sûr. Kevin Hart, qui est le grand pote de Dwayne Johnson. Ils ont fait des films ensemble. Et j'espère vraiment que dans la suite des aventures d'Hobbs Show, parce qu'il y en aura très probablement, on aura les deux acteurs, donc Ryan Reynolds et Kevin Hart, de manière plus importante. Dans le film. Donc ça, c'est au niveau des caméos, c'était très réussi. Puis quand je vous parlais de surréalisme et de scène finale,
mais la scène elle est complètement déjantée. La scène finale, et moi, il y a un truc qui m'a fait complètement halluciner. Alors déjà, c'est la scène finale en elle-même n'est pas très drôle, et pourtant le cinéma où j'étais, tout le monde était mort de rire, mais aux éclats, tant c'était surréaliste, tant c'était complètement n'importe quoi. Et alors le truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est Statham qui dit donc à Vanessa Kirby, non mais on va pas te laisser mourir, il nous reste 24 heures, on va trouver une solution. T'as pas une idée, mon cher Hobbs? Bah si, je te propose de traverser donc toute la planète en avion. Ensuite, on prépare un plan de ouf malade pour sauver ta sœur, comprenant également la manipulation de technologie que personne ne connaît, mais on va faire ça tranquillement au Samoa, dans une grange. En 24 heures, ils font tout ça, ils font une baston monumentale, avec bien évidemment l'hélicoptère, avec les voitures et la nitro en suspense. Enfin, c'est énorme quand les bagnoles sont toutes surélevées, traînées par l'hélicoptère, mais j'en pouvais plus, mais vraiment j'en pouvais plus. La scène finale, moi, je l'ai trouvée dantesque, mais complètement conne. Et j'en rigole encore. Donc voilà. Mais bon, sinon dans la partie spoil en elle-même, il y avait pas grand-chose à dire. Je voulais juste parler voilà des caméos et de cette scène finale. Et maintenant, on va parler du succès du film parce que c'est étonnant. Hobbs and Shaw, moi, je le voyais vraiment comme l'énorme mastodonte de l'été. Il y avait quand même un indice qui disait que Hobbs and Shaw allait peut-être avoir un succès mitigé. C'était sa sortie tardive. Alors, il y a un mythe en France, c'est le mythe du blockbuster de l'été qui est moins vrai ces dernières années, mais qui, par exemple, il y a 10-15 ans, était incroyablement vrai. On disait toujours les plus gros films de l'année sortent l'été, les plus gros films spectaculaires, etc. Parce que l'été, les gens sont en vacances. Tout ça, c'est une légende absolue. Les films de l'été, notamment aux États-Unis, marchent relativement beaucoup moins bien que les périodes fortes de l'année, hein, que sont avril, que peuvent être Noël, que peuvent être par exemple mai, juin. Les gros films de l'été aux États-Unis, finalement, ils sortent avant. On les a eus, hein. Toy Story 4, on a eu Le Roi Lion. Hobbs and Shaw est sorti très tard. C'est probablement le dernier très gros film de l'année, de l'été, pardon, aux États-Unis. Et il a relativement moins bien. Il a fait un démarrage très correct, sans faire un démarrage vraiment réussi. 60 millions de dollars pour son premier week-end. Quand on pense que les plus gros démarrages sont à 200 ou un peu entre 150 et 200, on est quand même très très loin du compte pour Hobbs and Shaw, mais on est aussi très loin du compte par rapport aux autres Fast and Furious, qui eux étaient sortis à une période beaucoup plus propice aux États-Unis, hein, avril en l'occurrence pour le 7 et le 8. Euh, c'est le quatrième meilleur démarrage pour la franchise Fast and Furious. Vous allez me dire, c'est pas mal, hein, il y en a quand même eu 9, si je ne dis pas. Oui, il y a eu 9 films du coup Fast and Furious dans la franchise. C'est pas mal. Mais quand on sait que c'est Dwayne Johnson, Statham, après les énormes cartons qui ont été le 6, le 7 et le 8, on pouvait honnêtement s'attendre à plus. Pour moi, c'est très clairement lié à la période où il est sorti, c'est-à-dire la fin du mois, enfin la fin, début du mois d'août aux États-Unis. Et on peut aussi, bien évidemment, imputer ça au week-end extrêmement délicat qu'ont vécu les États-Unis, puisque Hobbs and Shaw est sorti le week-end de la double tuerie, hein, à El Paso et en Ohio, pardon. Donc forcément, ça a peut-être eu un impact sur les recettes du film. En tout cas, le film là, à l'heure où je vous parle, est à plus de 330 millions de dollars engrangés à travers le monde pour un budget estimé à 200 millions. Alors bien évidemment, on rajoute la com, donc il y a au moins 100-150 millions sur la com, et on rajoute le fait que les exploitants récupèrent une partie. Donc en gros, Universal, là pour l'instant, est pas encore dans ses clous, mais va l'être incontestablement à Hobbs and Shaw. On peut imaginer quand même il y aura une suite. Ça me paraît plutôt cohérent, surtout que le film vous laisse avec quand même un mystère de taille, hein, cette fameuse voix mystère dont on ne sait pas qui c'est. Et j'ai envie de dire, on s'en fout, on verra bien. Euh, donc voilà pour le succès. Et j'ai envie aussi de parler de quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans la promo de Hobbs and Shaw, c'est le nombre de polémiques qui sont apparues, alors polémiques, hein, entre guillemets, autour de ce film et autour de la franchise Fast and Furious. Donc comme je vous ai dit, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Statham, tout ça ne peuvent plus se blairer alors que je suis en train de mourir de chaud pendant mon monologue enfermé dans le bureau. Enfin bref, on s'en fout, je vais continuer. Donc on a des acteurs qui ne peuvent plus se blairer et qui le disent dans la promo. Donc Jason Statham a fait une allusion au fait que Vin Diesel était un gros blaireau ingérable.
ok. Mais il y a eu surtout cette révélation du Wall Street Journal, je crois, si je ne m'abuse, qui parle en fait, qui parlait du tournage de Fast and Furious 8 et d'un système de points euh, accordés aux acteurs, ce qui en fait que si les acteurs, par exemple, dans un combat, se mettent une droite, bah, ça compte un point. Et puis s'il s'en prend une, ça compte un point, etc. Pour que finalement, il n'y ait pas de déséquilibre j'ai pris une branlée et je t'ai mis une branlée entre les différents acteurs. Je trouve ça complètement con. Il y a également des rumeurs qui disent que dans les contrats de Dwayne Johnson, Jason Statham, Vin Diesel, notamment, ils ne peuvent plus perdre de combat. Donc ça, c'est couillon. Après, si on a vu Hobbs & Shaw, on sait que c'est en tout cas pas le cas dans Hobbs & Shaw, puisque Dwayne Johnson et Jason Statham se font martyriser par Idris Elba quasiment tout le temps. Donc voilà, alors tout ça n'aide pas le film, je trouve ça absolument ridicule ce système de points. D'ailleurs, quand Vin Diesel avait proposé de le mettre en place, Universal avait dit va chier. Donc voilà, mais il y a quand même une sale ambiance et ça s'est confirmé avec les propos de Michelle Rodriguez, donc qui, on le rappelle, ne voulait plus tourner avec Vin Diesel, qu'elle trouvait insupportable et qui a défoncé le scénariste de la franchise Chris Morgan. Chris Morgan, c'est le scénariste de la franchise depuis Tokyo Drift, donc il a écrit quand même beaucoup de choses. Et elle a dit dans la presse qu'il n'avait aucun impact sur le déroulé de la saga. Donc pour un scénariste, c'est quand même ballot. Et surtout, elle a lancé une vague qui a été répercutée un petit peu avec un hashtag sur Twitter pour réclamer justice pour le personnage de Anne que Jason Statham a éclaté, si je ne dis pas de bêtises, à la fin du 6. Personnage important de la saga Fast and Furious, qui a été tué donc par Shaw. Alors, on s'en fout de la justice pour un personnage fictif, mais surtout lancer ça en pleine promo de Hobbs & Shaw au moment où le film sort, c'est lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Alors oui, en effet, Shaw est un meurtrier, on le sait. Oui, il est le nouveau héros de la saga Fast and Furious. Ça peut en effet être problématique d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. Mais bon, voilà, c'est quand même très étrange que Michelle Rodriguez fasse ça. Et c'est pas la seule, puisque Tyrese Gibson, qui joue dans les différents Fast and Furious, a lui vraiment chargé à fond Dwayne Johnson et Hobbs & Shaw en disant que ça allait à l'encontre des valeurs de la famille. Vous savez, Vin Diesel parle énormément de la famille Fast and Furious. D'ailleurs, très souvent en vidéo, je m'amuse à l'imiter, à me moquer. Tyrese Gibson est à fond dans le délire et dit non, mais vous vous rendez compte, ça nous sépare, et en plus ils ont fait Hobbs & Shaw là, donc ça repousse Fast and Furious 9, donc potentiellement j'ai mon blé un peu plus tard, et si on repousse le 9, ça veut dire que j'aurai mon blé pour le 10 plus tard aussi. Bon, les critiques du casting de Fast and Furious sur Hobbs & Shaw, ça sent vraiment les aigris. Et les mecs et les nanas qui, du coup, ne sont pas dans Hobbs & Shaw, peut-être que ça les déçoit un petit peu. En tout cas, ce qu'on sent vraiment dans la promo, c'est que les acteurs de Hobbs & Shaw ne seront plus dans Fast and Furious. Jason Statham a dit qu'il n'avait pas été contacté pour être dans Fast and Furious 9, Dwayne Johnson aussi. Alors déjà, du coup, le 9 va perdre énormément de valeur, je pense, en termes de personnages, parce que Paul Walker n'est plus là, bien évidemment, malheureusement. Dwayne Johnson, Jason Statham ne seront pas là non plus. Vanessa Kirby, qui a beaucoup plu dans Hobbs & Shaw, ne sera pas là. On va revenir, j'ai envie de dire, aux fondamentaux de la saga Fast and Furious, autour de Michelle Rodriguez, Jordan Brewster qui reviendra, et Tyrese Gibson, mais aussi, je l'ai dit, Vin Diesel, oui, je crois, ou Michelle Rodriguez. Mais voilà, ça me paraît un peu léger, et tout ça se fait dans une ambiance un petit peu pourrave, et c'est dommage, mais j'ai envie de dire, c'est pas bien dramatique, puisque de toute façon, la franchise Fast and Furious, c'est vraiment une franchise popcorn, on regarde les trucs, et puis bon, on n'en retire pas grand-chose. Mais en tout cas, moi j'ai retiré pas mal de plaisir devant Hobbs & Shaw. Et j'hésite pas à le dire, ça s'assoit allègrement sur Fast and Furious, que j'ai trouvé Hobbs & Shaw bien plus réussi et qui s'assumait beaucoup plus. Et je trouve que un Fast and Furious sans Vin Diesel, ça fait du bien. Mine de rien. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça a été. Je vais très rapidement aller boire un verre d'eau, je n'en peux plus. Merci à tous, passez une bonne fin de journée. Merci à Sylvain qui a réalisé la vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne. Des bisous, ciao.